Bonjour à tous, bienvenue sur La Croix pour un nouvel épisode de Parlons écologie, la série qui explore les enjeux du réchauffement climatique et les moyens pour y faire face. On se retrouve aujourd'hui pour parler de sobriété à petite et à grande échelle. À partir du 27 octobre et pendant 2 semaines, La Croix va explorer ce thème en tentant de répondre à une question: comment être heureux sans CO2 ? Alors pour commencer à y répondre, je suis en compagnie de 2 invités. Fanny Hugues, bonjour. Bonjour. Vous êtes postdoctorante en sociologie à l'Université Clermont-Auvergne et vous êtes l'autrice d'une thèse qui explore la débrouille en milieu rural. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Léa Falco, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Construire l'écologie et autrice de Faire écologie ensemble. La guerre des générations n'aura pas lieu. Alors, si je vous reçois ce matin, c'est donc pour parler de sobriété. C'est un mot qu'on entend beaucoup et qui est notamment évoqué pour lutter contre le réchauffement climatique comme une des solutions dans les différentes trajectoires vers la transition écologique qu'on nous présente. Mais qu'est-ce que c'est la sobriété dans nos modes de vie ? Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça peut changer ? Léa ? Déjà, je pense qu'il faut la replacer, et vous l'avez bien fait, dans une variété plus large de solutions, ou en tout cas d'enjeux qu'on va utiliser pour combattre le réchauffement climatique. Là, on parle uniquement du climat. Il faut savoir évidemment qu'il y a d'autres enjeux sur lesquels on va peut-être moins revenir au cours de ce podcast. Mais quand on parle de climat, il y a un espèce de triptyque auquel il faut se référer. C'est d'une part la substitution d'énergie, donc le fait de passer d'énergie fossile à des énergies décarbonées. D'autre part, l'efficacité, qui va être le fait d'utiliser moins d'énergie pour un même usage. Et enfin, en troisième, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le troisième pilier, la sobriété, c'est-à-dire des changements de comportement qui vont venir à la fois soutenir et être la conséquence des 2 autres piliers. Et c'est là qu'on entre dans un marasme de définition qui est quand même pas tout à fait évidente, parce que vous avez autant de définitions de la sobriété globalement que d'acteurs à l'intérieur de votre société. Le fait de qualifier la sobriété de changement de comportement, ça vous fait déjà vous poser la question de: est-ce que c'est au niveau individuel ? Est-ce que c'est au niveau collectif ? Par quoi est-ce que c'est sous-tendu ? À quoi ça ressemble de manière concrète ? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un changement de comportement vers le moins, entre guillemets. Ou en tout cas, sinon vers le moins, au moins vers la hiérarchisation d'un certain nombre d'enjeux, et donc le choix d'un certain nombre d'enjeux au détriment d'autres. Et donc, c'est là qu'il faut commencer à regarder aussi ce qui est du ressort de l'efficacité et ce qui est du ressort de la sobriété. Très souvent, dans les discours partisans qu'on a ces dernières années, bien que la sobriété ait un petit peu disparu ces derniers mois, on a une vraie confusion, parfois volontaire, entre l'efficacité et la sobriété. Quand on parle de transport, par exemple, de l'efficacité, c'est de transformer une voiture en voiture électrique. De la sobriété, c'est d'éviter au maximum le besoin de se transporter en voiture individuelle quand c'est possible. Et donc là, on voit que c'est quand même 2 piliers très différents, complémentaires, mais très différents. Alors cette sobriété, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on en a besoin, qu'il faut essayer de l'appliquer ? Et à quel besoin en fait, de lutte contre le réchauffement climatique elle peut répondre ? Je peux peut-être continuer, parce qu'il y a un certain nombre de scénarios de prospective énergétique qui sont produits, notamment par des organismes publics, que ce soit RTE, le réseau de transport de l'énergie, ou de l'électricité, ou l'ADEME. Et vous avez une forme de consensus des experts du fait que pour décarboner nos systèmes énergétiques, on a besoin de produire plus d'électricité, et que cette électricité, en fait, elle ne va pas être infinie. Et donc, on a à la fois besoin de raisonner intelligemment en termes d'utilisation de nos stocks d'électricité, et que d'autre côté, on a besoin de réduire l'utilisation d'énergie non électrique, donc c'est-à-dire notamment fossile, du gaz, du charbon, du pétrole, pour pouvoir réussir à parvenir à atteindre nos objectifs. Et donc, là-dedans, dans ce grand mix énergétique qu'on va utiliser, on a besoin à la fois d'augmenter notre électricité, de réduire notre énergie non électrique, et donc fatalement fossiles aujourd'hui en France. Et au milieu de ces voies-là, vous avez la sobriété, qui est le fait justement de réduire au maximum des usages considérés comme non essentiels. Et donc là, on entre dans une discussion sur ce qui est important ou pas pour nous collectivement, mais la sobriété, c'est ici qu'elle s'installe. Et donc il y a différents leviers pour rendre une société plus sobre. Est-ce que la France aujourd'hui est sur une trajectoire qui va vers plus de sobriété, ou est-ce qu'on ne peut pas vraiment le dire ? Je trouve le cas de la France vraiment intéressant, parce que en fait, il n'y a qu'en France qu'on parle de sobriété sous ce terme-là. Et je m'en remets évidemment à l'expertise de Fanny, mais dans le monde, on a davantage l'utilisation du terme sufficiency,
qui va se traduire en français par sufficience, et donc qui implique quand même quelque chose de légèrement différent que la sobriété. De la sobriété, vous pouvez techniquement, on parle de changement de comportement, donc vous pouvez faire de la sobriété qui soit socialement inéquitable ou socialement pas juste. De la sufficiency, de la suffisance, ça implique le fait de répondre à des besoins humains fondamentaux. Et donc, vous avez dans la sufficiency cette idée de justice sociale presque. Donc, il y a vraiment ces deux termes en parallèle. En France, on est le seul pays, à ma connaissance, dans lequel le terme de sobriété est évoqué dans le débat et dans lequel on a eu, même récemment, un plan de sobriété. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est en retard en France sur les questions de sobriété. Maintenant, la question, c'est une fois que les discours sont apparus, comment est-ce qu'ils vont s'incarner, notamment dans les politiques publiques qui vont être mises en place. Et là, on arrive sur une autre histoire qui est comment est-ce qu'on arrive à construire une société dans laquelle ce n'est pas une abnégation d'être sobre et dans lequel, et là, ce sera beaucoup plus votre sujet, Fanny, dans lequel la sobriété n'est pas de la pauvreté. Et donc, ce n'est pas de la sobriété par défaut, mais c'est de la sobriété choisie. On voit bien que la sobriété, elle peut se jouer au niveau individuel. Tout un chacun peut choisir d'être plus sobre dans sa manière de vivre. Et puis, effectivement, il y a la grande politique nationale qui, elle, doit être impulsée via des politiques, effectivement. Alors, cette sobriété individuelle, elle peut être choisie, mais elle peut être aussi subie. Vous, Fanny, vous n'avez pas travaillé sur la sobriété en tant que telle, mais plutôt ce que vous appelez la débrouille, mais qui s'apparente en fait dans un certain nombre de comportements à une façon de vivre plus sobre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur quoi vous avez travaillé et sur quoi ça a débouché en tant que dans ce que vous avez raconté dans votre thèse? Oui, et je voulais peut-être un peu compléter. Aujourd'hui, on est sur des politiques écologiques, donc des politiques de sobriété, qui vont s'adresser beaucoup aux ménages et à une forme de réforme écologique du mode de vie. Donc avec tous les petits gestes qu'on est invité à mettre en place au niveau domestique, et donc des politiques qui vont effacer les formes d'inégalité aussi, à la fois d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les inégalités en termes de victimes de la catastrophe écologique en cours. Et donc je trouvais ça important, mais peut-être qu'on y reviendra après sur les inégalités en fait au cœur en fait de la question écologique. Et donc, sinon, oui, j'ai mené une thèse pendant 5 ans, donc entre 2019 et 2024 à l'EHESS en sociologie sur ce que j'ai appelé les débrouilles rurales. En fait, à la base, je m'intéressais au vivre avec peu d'argent à la campagne, en se fondant sur des pratiques de subsistance, comme le fait de faire son potager, de faire son bois de chauffage, d'élever une basse-cour, de récupérer, de réparer, de bricoler. Et tout en m'intéressant aussi donc au rapport à l'enjeu écologique des personnes que je rencontrais, puisque je me suis vite rendu compte que, d'un point de vue en termes de bilan carbone, s'il fallait le faire, on se rendait compte, je me suis rendu compte que ces modes de vie étaient éminemment sobres. Le terme de sobriété, c'est pas du tout un terme que j'ai utilisé dans ma thèse, parce que c'était pas du tout un terme qui était utilisé par les personnes que j'ai rencontrées dans ma thèse, et ça reste un terme très institutionnel, un peu comme le rappelait Léa. Et donc moi, j'ai plus parlé d'économie ou de caractère économe des modes de vie, de pratiques économes. Et donc, malgré le fait que ces modes de vie sont très sobres d'un point de vue d'un calcul de bilan carbone, avec le fait que ce sont des petits logements dont souvent une seule pièce est chauffée avec du bois produit localement, avec des transports réduits, groupés, optimisés, certes avec des vieilles voitures roulant au diesel, mais qui ont été rachetées d'occasion ou données, qui ont été réparées, et une alimentation très locale, avec le potager qu'on a chez soi ou chez ses proches. Malgré ce caractère sobre de ces modes de vie-là, les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai nommées modestes économes, ne se déclarent pas écolo. Et donc ça a été aussi j'ai voulu comprendre pourquoi. Parce qu'ils renvoient ça à de la politique ou est-ce que eux ne se considèrent même pas dans leur manière de vivre comme écolo en fait? Parce que y avait cette phrase, c'est pas écolo, c'est du bon sens. Donc j'ai essayé de creuser ce qu'ils entendaient par bon sens, et donc là je suis remontée en fait à des socialisations. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu politiquement d'ailleurs récemment. Oui, qui est très ambivalent, parce que qui est réutilisé aujourd'hui par beaucoup de partis politiques. Et donc en tant que sociologue, ça me convenait pas de m'en tenir à du bon sens, à ce qui est logique, ce qui est naturel. C'était souvent les termes aussi utilisés. Donc j'ai voulu creuser dans les socialisations, dans les manières de faire, de penser et d'agir qui avaient été construites dans l'enfance puis réactualisées. Ce qui faisait qu'aujourd'hui, pour ces personnes-là, c'était évident de faire durer les objets, de minimiser leur consommation électrique,
etc. Et d'un autre côté, ces personnes, en fait, alors pour certaines, disaient, en fait, les débrouilles rurales sont des écologies en acte. Donc, en fait, pour se dire écolo, il faudrait faire encore plus que ce qu'elles font déjà. Il y en a qui m'ont dit, mais j'ai des carcasses de voitures dans mon jardin. Parfois, je vais au supermarché discount. Donc, en fait, je peux pas être écolo parce qu'il faudrait, par exemple, que je ne roule plus au pétrole. Que voilà, il y a une recherche de cohérence très poussée pour certains qui leur fait dire, mais en fait, je suis pas écolo. Mais sinon, pour toutes et tous, c'est le fait de ne pas se reconnaître dans cette écologie dominante, comme on pourrait l'appeler, en tout cas, qui est définie par le haut, par des politiques publiques, donc tournées vers la responsabilité individuelle, en disant, bon, déjà, je sais que je pourrais faire ce que je veux. Il y en a qui polluent beaucoup plus que moi, les États, les entreprises, ceux qui prennent l'avion. C'est aussi souvent une phrase qui m'a été répétée. Qui est un peu ambivalent, parce qu'on a l'impression que le politique et le sommet de l'État, quand il veut impulser des politiques de sobriété individuelles, il s'inspire plutôt de ces pratiques. Il y a eu un plan pour la réparabilité des objets qui avec une grande communication publique pour dire aux gens arrêtez d'acheter et de jeter et faites plutôt réparer vos objets. Et donc là, on retrouve ce que vous décrivez comme des pratiques logique pour ces gens-là de réparer les objets quand ils ont un défaut plutôt que de les jeter et d'en acheter un nouveau. Donc on a l'impression que ça va quand même dans les deux sens et qu'il n'y a pas une barrière entre les gens qui ont ces modes de vie de la débrouille et le sommet de l'État qui insuffle des politiques de sobriété. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais c'est parce que donc il y a certaines pratiques qui aujourd'hui sont ciblées par des politiques écologiques, mais sur d'autres plans de ces modes de vie-là, les modestes économes, donc qui est le nom que j'ai donné aux personnes que j'ai rencontrées, peuvent être stigmatisés ou moralisés, comme on l'a vu chez les Gilets jaunes, au nom de l'écologie, en disant, par exemple, la voiture est vraiment un exemple à part entière. Donc, comme je le disais, les vieilles voitures diesel, ce qu'on retrouve souvent dans un discours anti-écologiste, il y a toujours une forme de stigmatisation, de moralisation sur ce qu'il faudrait faire pour vraiment être écolo. Et donc il y a certains pans de ces modes de vie qui sont ciblés, mais quand d'autres restent toujours stigmatisés. Donc, on en vient à cette fameuse question que vous appeliez de vos voeux des inégalités, du traitement des inégalités dans la sobriété. On sait aujourd'hui que les 10% les plus riches de la population émettent énormément plus de gaz à effet de serre que les catégories moyennes et les catégories les plus pauvres. Alors, comment faire pour appliquer une politique de sobriété juste ? Ça, c'est la question à 1 million d'euros. Je vois qu'on se tourne vers moi, donc je prends la parole. Mais la question de la justice sociale, c'est intéressant parce que quand vous regardez les enquêtes d'opinion qui existent, avec toutes les failles méthodologiques que peuvent comporter des enquêtes d'opinion, elles vous montrent quand même une chose, c'est que les Français notamment ne sont pas opposés à la mise en place de la transition écologique. Ce qu'ils demandent, c'est une répartition juste des efforts. Et donc, c'est pas juste une question en l'air qui nous revient à nous comme une obsession, c'est pas une idée personnelle, c'est que on sait d'une part que c'est une condition nécessaire pour faire advenir la transition écologique, et d'autre part que la transition écologique, ça ne doit pas être quelque chose qui descend du ciel pour tomber sur les gens. En fait, comme tout changement social, c'est quelque chose qui ne peut venir que précisément de la société. Et donc, il faut pouvoir aider à cette transition écologique et à cette arrivée de la sobriété. Vous avez utilisé, en parlant de la politique de sobriété du gouvernement, l'idée que le gouvernement voudrait imposer des choses. En fait, on sait, dans les faits, quand on regarde avec un regard de sciences politiques la manière dont fonctionne une politique publique, que 80% de sa réussite, elle est dans la mise en œuvre. Et donc, en fait, elle est dans la manière dont, une fois que le discours a été promulgué, que la loi est passée, dont elle va arriver. Et donc, pour la sobriété, déjà, je pense qu'il faut que collectivement, on s'astreigne à utiliser le mot de sobriété avec parcimonie, parce que vous l'avez rappelé à juste titre, on ne sait pas ce que ça veut dire. Concrètement, il y a des définitions très différentes de la sobriété. Et en fait, ça se ramène à des choses très concrètes dans la vie des gens. Et donc, en termes de politique publique, il peut y avoir à la fois des politiques incitatives, par exemple une taxe sur les véhicules lourds, pour favoriser des véhicules plus légers. Il peut y avoir des questions d'infrastructure. Comment est-ce que, je reste sur le domaine des transports, comment est-ce qu'on favorise de la multimodalité, par exemple des transports en commun là où c'est pertinent, ou par exemple, du
du multitransport, du covoiturage dans des endroits, par exemple, ruraux peu denses, là où ça va être plus pertinent et où on sait qu'on ne peut pas maintenir économiquement des réseaux de transport en commun. Et puis, il y a des politiques contraignantes aussi. On peut décider d'interdire certaines catégories d'objets, par exemple, pour les voitures, des véhicules à la fois thermiques ou électriques qui seraient trop lourds, qui dépasseraient un certain seuil. Donc, il y a des politiques de sobriété qui peuvent encadrer nos vies. Et après, il y a la question de la redistribution. Par exemple, dans les politiques incitatives, si vous décidez de taxer quelque chose, comment est-ce que vous allez utiliser la recette de cette taxe ? Et donc là, il y a une question fondamentale à, par exemple, aider l'achat pour certains ménages d'un certain nombre de solutions. Et c'est, avec toutes les critiques qu'on peut y faire, et il y en a un certain nombre, ce qui a été tenté aujourd'hui en France avec le leasing social pour les voitures électriques, avec la rénovation thermique pour lesquelles il y a eu une aide. Sauf que quand on regarde ce qui se passe, on constate qu'en fait, ces aides-là, elles sont utilisées précisément par les 10 ou 20% les plus aisés de la population. Parce qu'il y a fatalement un biais de sélection qui est un biais d'information. Quand vous savez qu'il y a une aide sur telle chose, vous allez l'utiliser. Et on sait que ce biais-là, il est très inégalement distribué dans la population. Donc la question d'après, c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre réellement accessible, et pas théoriquement accessible, cette sobriété-là, qui est une sobriété non pas subie, non pas une sobriété de la débrouille du bon sens, mais qui est une sobriété qui, en fait, va toucher les personnes aujourd'hui les plus émettrices de CO2, c'est-à-dire tendanciellement les personnes dans cette salle, les personnes qui nous écoutent, les personnes qui travaillent dans un bâtiment de presse comme celui dans lequel on est aujourd'hui. Donc en fait, des gens qui, fondamentalement, ne sont pas les gens que Fanny a observés, mais qui sont les gens les plus aisés aujourd'hui dans nos sociétés. On a l'impression que Fanny, quand elle décrit les gens qu'elle a observés en milieu rural, la sobriété qu'ils ont au quotidien, c'est une sobriété qu'ils ont appris, en fait, qui se transmet aussi, parce que réparer un objet, faire son potager, c'est du savoir-faire, et c'est du savoir-faire qui se transmet. Mais je peux dire la même chose de jeunes gens issus de familles très riches qui ont toujours beaucoup consommé, qui ont toujours pris l'avion 3 fois par an pour aller en vacances. Et en fait, ces usages, ils se transmettent aussi d'une certaine manière. Donc c'est là-dessus aussi qu'il faut peut-être tenter d'agir. Bien sûr, et c'est pour ça par ailleurs qu'on a besoin de sociologues pour observer ces situations et les décrire, parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement que d'enfants de familles très riches qui prennent l'avion en permanence. En fait, on a en permanence ce débat caricatural sur les ultra-riches, mais en fait, c'est une assez large portion de notre population aujourd'hui pour qui c'est plus facile, quand on a un trou dans un vêtement, de le jeter et d'en racheter un autre que de le réparer. Et donc, évidemment, ce sont des caractères acquis qu'on peut parvenir à modifier, mais c'est aussi toute une infrastructure dans laquelle nous, on évolue, qui va nous permettre plus facilement de racheter un t-shirt plutôt que de réparer celui qu'on a. Et donc, il y a fondamentalement cette question de comment est-ce que nous, petits atomes, on s'insère en fait dans une société qui est plus grande que nous et qui va nous permettre de faire des choses ou pas, et nous obliger à faire des choses ou pas. Et là, dans le cas de vos observés, c'est fondamentalement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement qu'ils, par défaut, se résolvent à être des modestes économes. Et donc, il y a à la fois la question de parvenir à offrir des possibilités à chacun, et donc à faire en sorte qu'on revienne à une forme d'égalité sociale plus importante, tout en, et je vais utiliser le mot de restreindre, parce que c'est de fait de ça dont il s'agit, de restreindre les possibilités d'un certain nombre de gens aujourd'hui, parce qu'on est envahi aujourd'hui d'un certain nombre de choses dont on sait qu'elles ne sont pas soutenables. Vous parliez de la fracture que ressentent les gens avec qui vous avez discuté pendant toutes ces années. Eux, comment est-ce qu'ils se ressentent dans cette, de ce moment où on parle beaucoup d'écologie et où on demande à chacun de faire des efforts, et est-ce que eux se voient vraiment discriminés par rapport à d'autres? Et je rebondis sur ce que disait Léa à l'instant. Si effectivement ils avaient plus de moyens, est-ce que vous pensez qu'ils se dirigeraient vers des modes de consommation moins sobres? Je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure sur ce réalisme populaire de se dire, en fait, on pollue beaucoup moins que d'autres. Et je voulais un peu revenir sur ce que vous veniez de dire, Léa, par exemple, sur les aides pour l'achat de voitures électriques. On disait, faut aussi que ça parle et que ce soit saisi par les plus modestes. Mais typiquement, dans le cas des modestes économes, il n'y a aucune envie, en fait, de saisir ces aides-là, parce qu'en fait, ces personnes ont besoin de voitures qu'elles peuvent facilement réparer,
donc qui n'ont pas d'électronique, qui ont juste de la mécanique, avec des pièces accessibles à la casse, avec des modèles qui sont typiquement recherchés parce qu'on les connaît et on les répare et on sait comment ça se répare. Et donc, ce serait une perte d'autonomie d'une certaine manière de recourir à une voiture électrique qui, en plus, il faudrait charger à l'électricité qui coûte cher, certains s'éclairant aux panneaux solaires. Donc, en plus, ce serait compliqué de ce point de vue-là. Et aussi, j'avais envie de revenir sur le fait que des politiques écologiques donc ne peuvent pas être mises en place sans politique sociale. C'est-à-dire que les modes de vie que j'ai étudiés tiennent aussi parce que les modestes économes ont recours à des aides sociales, peuvent amener leurs enfants à l'école, peuvent aller aux hôpitaux, dans les hôpitaux, peuvent emprunter les routes. Et donc c'est parce qu'il y a aussi des services publics à la campagne, en milieu rural, et je le répète parce qu'on est quand même face à un retrait des services publics à la campagne, que ces modes de vie tiennent. Et du coup, n'importe quelle politique écologique qui irait avec des politiques sociales restrictives, en fait, porterait préjudice à ces modes de vie-là. Et donc, en fait, ce sont des modes de vie qui ne peuvent exister sans ces politiques sociales-là. Et ça, il faut vraiment que ce soit une transition juste passe par une transition sociale, en fait, et des politiques sociales importante. Votre dernière question, c'était oui, si les modestes économes se mettaient à avoir plus d'argent. Donc bon, ça reste, j'ai pas pu l'observer, donc ça reste, j'ai entendu des discours, mais ce que j'ai pu constater, c'est une forme d'ascétisme économique fort, c'est-à-dire des personnes qui ne vont pas dépenser pour des choses qu'elles pourraient faire ou qu'elles pourraient faire gratuitement, et des personnes qui ne vont pas être en recherche d'ascension sociale, et ça c'est quelque chose d'assez important qui est pas tout le temps constaté chez les classes populaires, mais là il y a cette idée de on s'en sort comme ça, et l'idée c'est d'arriver à maintenir le mode de vie comme ça sans forcément aspirer à une ascension sociale. Donc évidemment ces personnes sont prises dans des conditions d'existence et de possibilités restreintes, mais j'ose à croire aussi par certaines anecdotes que ces personnes ont pu me raconter que des revenus plus élevés les feraient pas forcément changer drastiquement de mode de vie. On voit par exemple aujourd'hui avec la fast fashion et l'ultra fast fashion dont on parle aujourd'hui avec des marques comme Shein ou Temu, des comportements qui peuvent justement évoluer dans le mauvais sens parce que, par exemple, ces marques, en proposant des vêtements toujours neufs et toujours moins chers, poussent en fait les gens à consommer, alors que c'est... Et de plus en plus de gens ont les moyens de le faire parce que ces marques proposent des vêtements pas chers du tout. Et donc, du coup, là aussi, il y a quelque chose qui va complètement à l'encontre d'une démarche de sobriété, mais qui, du coup, permet à des gens qui, avant, n'avaient pas forcément ce type de comportement, d'avoir des comportements ultra consommateurs. Et ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on pourrait souhaiter dans une démarche de sobriété. Est-ce que vous, par exemple, vous avez observé des gens qui allaient vers ce type de comportement car on leur permettait via des nouvelles marques ou des choses comme ça? Dans mon cas, pas du tout, mais parce que, donc, je vous ai dit, il y a une forme d'ascétisme économique incorporé très fort où, quand on était enfant, puis après, dans la suite de trajectoires assez contraintes matériellement, on n'a pas consommé plus que nécessaire, entre guillemets, ou plus que ce dont on aurait eu besoin. Mais je pense que, malgré tout, avec cette forme de raisonnement... Évidemment, et donc parce que là j'imagine on pense aussi aux membres des classes populaires qui vont plus consommer des vêtements peu chers et donc qui paraissent abondants. Mais je pense que vraiment, et comme on le disait, je pense que la focale doit vraiment être mise sur évidemment, sans vouloir évidemment nier le fait que la fast fashion est extrêmement polluante et que c'est un problème majeur. Mais je pense que on pourrait tomber très facilement en mettant la focale sur les classes populaires, sur une forme de, voilà, encore une fois, de moralisation, même involontaire, en fait. Et qu'en fait, il faut regarder les grosses émissions et, par exemple, juste simplement se dire, il y a encore des gens aujourd'hui qui prennent l'avion pour faire un aller-retour dans la journée ou dans le week-end. Et je pense que c'est notamment sur ces personnes-là qui sont, pour faire un week-end, donc forcément, là, on touche des ménages beaucoup plus aisés. Et moi, j'ai l'impression que cette stigmatisation, en tout cas, devrait changer de bord et être beaucoup plus tourné vers les membres des classes moyennes supérieures.
Oui, sur la consommation, il y a un chiffre intéressant que je rajoute, c'est que le baromètre de l'ADEME en 2024 sur les modes de vie, donc l'ADEME a chaque année ce baromètre qui fait une observation avec un certain nombre de questions intéressantes, d'autant plus qu'on a leur évolution dans le temps. En 2024, il y avait 83% des Français qui estimaient que les Français consommaient trop, mais seulement 28% qui considéraient qu'ils étaient eux-mêmes partie prenante de cette surconsommation. Donc on a aussi cette difficulté à percevoir notre propre consommation par rapport à celle des autres, ce qui est un biais classique des sondages d'opinion, mais on constate que la consommation, ça n'échappe pas à ce biais-là. Un autre exemple, cet été, il y a eu une canicule, il a fait très chaud, et il y a eu tout un débat autour de la climatisation. Et donc la climatisation, on sait que non seulement ça rejette de l'air chaud à l'extérieur, mais en plus ça consomme énormément d'électricité. Et pourtant, et on a le sentiment que l'ensemble des Français, pour revenir à ce que vous dites Léa, en a conscience, mais pourtant, dès qu'il y a une vague de chaleur ou une canicule, les ventes de climatiseurs explosent. Comment est-ce qu'on fait pour empêcher ce type de phénomène qui, en plus, c'est un peu un cercle vicieux qui accentue le réchauffement, alors que les Français ou les consommateurs de climatiseurs veulent simplement tenter d'atténuer les conséquences du réchauffement climatique. Je peux donner une opinion personnelle sur la climatisation, c'est que je pense qu'il faut en fait qu'on définisse aussi collectivement ce qui est important et qu'en fait il y a certains endroits et certaines personnes pour qui la climatisation va être importante. Et je trouve ça assez amusant ce débat autour de la climatisation parce qu'on ne considère pas par exemple que le chauffage soit forcément un luxe. En tout cas, on a tous le réflexe d'allumer le chauffage, notamment quand il fait très froid. Et parfois, moi dans mon cas, je trouve qu'il fait très froid parce que j'ai une sensibilité faible au froid que quelques jours dans l'année. Et à côté, on a ce débat sur la climatisation qui, à mon avis, va devenir, dans certains endroits, je pense notamment au sud de la France, ça va devenir quelque chose qui n'est pas un luxe, mais qui va être une nécessité pour qu'un certain nombre de gens puissent continuer à vivre de manière relativement normale, entre guillemets. Donc, il y a à la fois le besoin d'équiper déjà, je pense, un certain nombre d'espaces, notamment communs, en climatiseurs. Je pense notamment à des hôpitaux, à des endroits dans lesquels on reçoit des personnes âgées ou des enfants. Et là, ça me paraît vraiment être de l'ordre de la santé publique. Et puis après, il faut avoir effectivement des raisonnements sectorisés, segmentés. Mais précisément, je pense que diaboliser le cas des climatiseurs, ça revient en fait à la question de on considère que la clim, c'est pas important et donc il faut absolument qu'on se passe de la clim. Et je pense que c'est pas forcément la manière dont on devrait aborder le problème, c'est de se dire quels sont les besoins essentiels pour les 30 prochaines années. Et je pense que où sont les endroits où on doit impérativement mettre de la climatisation parce que c'est important, notamment les hôpitaux, les écoles. Mais après, est-ce que chacun doit faire... doit raisonner en fonction de son petit confort. Absolument. Sur la climatisation. Et après, ça s'ancre dans des questions qui sont encore plus larges, qui sont celles de rénovation thermique. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de pompes à chaleur que vous installez, qui sont réversibles, donc qui peuvent faire à la fois du chauffage et de la climatisation. Et donc, en fait, ces questions de choix individuels d'installer ou pas de la climatisation, on le voit depuis le début de notre discussion, ça résonne avec des choix de société, des incitations publiques, des interdictions publiques, des financements qui vont être accordés à un certain nombre de secteurs ou pas, et qui donc vont définir les choix qu'on va prendre individuellement et les trajectoires de sobriété collective qu'on va adopter. Léa, merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre un tout dernier point avant qu'on arrête cette émission, parce qu'on a parlé très essentiellement de sobriété et c'est normal parce que c'était le sujet de cette émission, mais je pense qu'il faut aussi qu'on ne se leurre pas sur le fait que la sobriété n'est pas le seul pilier dont on ait besoin. Et je reviens aux 3 piliers que je mentionnais au début de l'émission, celui de la substitution et de l'efficacité. On a aussi absolument besoin de substitution d'énergie vers des énergies décarbonées et de gain d'efficacité de nos produits. Et donc l'enjeu, c'est de ne pas oublier que autour de ça, il y a les questions de sobriété. Mais rendre nos usages plus sobres ne sera pas une réponse complète à la question de la crise écologique. Pardon. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Léa. Merci beaucoup Fanny d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode et merci à vous de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos comptes sur les réseaux sociaux où la Croix continuera de parler écologie.